Merci de rester fidèles à FM Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal rétrospectif de la semaine qui sera le juge constitutionnel pour la composante Parlement. La question reste posée, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de compromis lors du congrès convoqué vendredi jusqu'à tard la nuit. Les deux candidats en liste, Dieudonné Banza Andi de l'Assemblée nationale et Louis Mbonga du Sénat, ont refusé de désister l'un pour l'autre. C'est dans cette optique que le président du congrès a décidé d'envoyer les deux noms au chef de l'État pour arbitrage. Aux dernières nouvelles, nous apprenons de sources de la Chambre basse du Parlement que les travaux en congrès vont se poursuivre ce samedi, une hypothèse réfutée catégoriquement par le Sénat. On va rester dans ce chapitre pour vous dire que Christophe Mbosso et Modeste Bahati sont à couteau tiré depuis les débuts de la semaine sur la convocation du Congrès devant déboucher sur la désignation du juge constitutionnel. Chacun tirant le drap de son côté accuse l'autre de bloquer la procédure. Mais où remonte le couac? Tentative de réponse avec Esther Siamoui. Contre vents et marées, les congrès devront aboutir à la désignation du juge constitutionnel pour la composante Parlement devant remplacer le juge Polycarpe Mongoulou, décédé au mois d'avril dernier, aura bel et bien lié ce vendredi 27 mai, ce après le premier report intervenu le lundi dernier. C'est le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, qui l'a annoncé au cours de la plénière de ce jeudi. Bien avant cette annonce, les présidents de deux chambres du Parlement, dont Bahati Lukwebo, Christophe Mbosso, se sont déchirés sur la procédure devant conduire à la désignation du successeur du juge Polycarpe Mongoulou. Le Sénat avait choisi son candidat en la personne du sénateur Louis Mbonga Magalou. Mais du côté de l'Assemblée nationale, c'est plutôt les députés Mondolé qui avaient été choisis. Après la mort du juge Polycarpe Mongoulou de la composante Parlement et le départ de deux autres juges à l'issue du tirage au sort, à savoir Dieudonné Kalouba Dubois de la composante Présidence de la République et Fouga Mouata Moulima de la composante Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait saisi les deux chambres du Parlement afin de convoquer le Congrès pour désigner un juge constitutionnel pour son compte. Il tient de rappeler que, à l'heure actuelle, la Cour constitutionnelle ne compte que 6 juges, à savoir les juges Wasenda Ntsongo Corneille, les juges Mavungu Jean-Pierre, les juges Nkulu Kilomba, les juges Bokonanville Bonjali, la juge Kalume Alphonsine et les juges Kamouleta Badibanga Dieudonné. Le ciel se noircit entre Kinshasa et Kigali. Plus question pour les vols rwandais de survoler le ciel congolais. C'est la décision de Kinshasa découlant du Conseil supérieur de la défense tenu vendredi. Selon le porte-parole du gouvernement qui a restitué cette réunion, l'ambassadeur rwandais à RDC a été rappelé pour lui faire savoir toute la désapprobation de la RDC sur leur soutien au M23. On écoute à cet effet le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya dans cet extrait choisi par Patrick Ngou. Les effets militaires retrouvés sur place, les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Cette attitude récidiviste vise clairement à torpiller nos efforts de pacification engagés dans le cadre du processus de Nairobi. En conséquence, le Conseil supérieur de la défense tire les conclusions ci-après. 1. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et de ce fait, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais dont l'attitude est de nature à perturber le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaise à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais.
Restons dans ce chapitre, la République démocratique du Congo doit expulser l'ambassadeur rwandais et rappeler son diplomate qui siège à Kigali. C'est le vœu de la coalition Lamuka qui souhaite une rupture diplomatique et systématique avec le Rwanda qui l'accuse de soutenir le M23. Affirmation faite par Prince Epengue, l'un des communicateurs de Lamuka qui a été joint au téléphone par Patrick Ngouo. Notre patrie est agressé par les Rwandais de M. Kagame. Le Congo aujourd'hui est humilié et éventré par les M23, une milice fabriquée et envoyée au Congo par M. Paul Kagame. Malheureusement, les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est le parrainage du régime de M. Chilombo par Kagame. Le régime de Kinshasa est un régime naïf. Le Congo doit suspendre toute relation diplomatique avec le Rwanda. Nous exigeons que tout accord politico-militaro et économique qui a été signé secrètement entre M. Félix Tshisekedi et Kagame soit suspendu, surtout soit rendu public. Nous exigeons l'expulsion de l'ambassadeur rwandais de Sankariga chez lui. Il n'a pas à rester à Kinshasa ici alors que le Rwanda agresse le Congo. En Ukraine, aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller trouver l'ambassadeur russe en Ukraine parce que la Russie agresse l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, nous devons envoyer l'ambassadeur rwandais et rappeler les nôtres. Mais afin, la coalition Lamuka exige à ce qu'il y ait une interdiction du survol de l'espace aérien congolais par la compagnie d'aviation Rwanda Air, jusqu'à nouvel ordre. Et afin qu'effectivement nous appelons le peuple congolais à se mobiliser derrière les populations de l'Est, mais aussi soutenir sans faire l'armée congolaise. Toujours au sujet de la situation sécuritaire, retenez qu'un exploit de plus dans les rangs des FARDC a été observé. 7 rebelles des ADF ont été neutralisés par la puissance du feu des forces armées de la RDC au village Beoumangana dans le territoire de Béni, au Nord Kivu. Monica Makaba pour le récit. Selon le capitaine Anthony Mwalushayi, ce bilan est encore provisoire. Il explique qu'il s'agit de la vengeance des forces loyalistes après que ces rebelles ont tué une dizaine de compatriotes dans la région. Dans une opération de fouille, les forces armées de la République démocratique du Congo ont découvert une dizaine de corps de nos compatriotes tués par machette par les terroristes ADF MTN non loin de la frontière avec la province de l'Ituri. Le général de brigade Kassongo Maloba Robert, qui suivait la situation depuis 4 heures, a donné l'ordre aux troupes sur terrain de venger ses compatriotes tués sur leur propre terre, a écrit le porte-parole de l'armée au Grand Nord Kivu dans une dépêche. Il rassure en outre du renfort des soldats à Bemanyama pour sécuriser les habitants. Pour rappel, samedi dernier, 7 autres présumés rebelles ADF ont été tués dans des affrontements avec les forces armées de la RDC au village Mabano et Baata dans le secteur de Rwenzori, toujours dans le territoire de Béni. Et sachez qu'au sujet de l'intensification des combats entre les FARDC et les groupes armés dans l'est de la RDC, l'ONU se range dans l'optique du dialogue qui reste un moyen permanent pour installer la paix dans l'est de la RDC. C'est notamment le plaidoyer mené par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. On en parle avec Annie Akole. Dans un communiqué rendu public le 25 mai dernier à Nairobi, Wang Xi a dit joindre sa voix à celle d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, ainsi qu'à celle de Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, condamnant les actions militaires du M23 et appelant les milices à déposer les armes. L'émissaire onusien insiste sur l'importance du dialogue de Nairobi ainsi que sur les processus de désarmement volontaire des groupes armés locaux. Il demande aussi aux rébellions étrangères de rentrer dans leurs pays respectifs pour permettre le retour de la paix en RDC. Wang Xi exhorte les M23 à déposer les armes sans condition et encourage les pays de la région à maintenir le dialogue pour mettre fin à la menace posée par les groupes armés. Il réitère l'appel du secrétaire général, exhortant tous les groupes armés locaux de la RDC à participer sans condition au processus politique et tous les groupes armés étrangers à désarmer et retourner sans condition dans leur pays d'origine, conformément au conclave de Nairobi du 21 avril dernier, lit-on dans les communiqués de presse.
Rappelons que le mercredi 25 mai en ville des Goma, le gouvernement provincial du Nord Kivu a annoncé avoir déjà les mécanismes conjoints de vérification élargie de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Une décision prise après l'explosion d'une vingtaine d'obus et de bombes élarguées sur le sol congolais par un ennemi non encore identifié par la partie congolaise. Le Rwanda est soupçonné de soutenir le M23. Cette fois-ci, c'est le gouvernement qui l'a affirmé au cours d'une réunion de crise tenue par le Premier ministre autour des responsables de l'armée et de la police sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Reportage Annie Akole. Au terme de cette réunion, le porte-parole du gouvernement affirme que des soupçons se cristallisent sur le soutien qu'apporterait le Rwanda à ces mouvements qui a ressurgi dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous pensons que les M23 ne disposent pas des matériels militaires, en tout cas pour ce que nous avons vécu ou ce que les militaires ont vécu sur le terrain et ce que les étreintes humaines ont montré. Nous ne pensons pas que les M23 disposent de cet arsenal militaire, d'où la cristallisation de nos soupçons. Mais ceci dit, nos forces armées ont été encore une fois de plus mobilisées pour être sûrs que chaque centimètre de notre territoire national est protégé. Pour attester ce présumé soutien du pays des Kagame au M23, le ministre de la Communication et Médias a révélé que des mécanismes de suivi des accords entre la RDC et le Rwanda étaient activés. Une délégation a-t-il indiqué à Kigali pour en avoir le cœur net. Le ministre Mouyaya fonde son soupçon sur le Rwanda sur base de l'arsenal militaire dont disposeraient les M23 sur le terrain des opérations sans avoir le moyen pour tel armement. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a appelé au calme et au soutien des FARDC. Il a rassuré aussi que le gouvernement suit de près la situation selon les instructions du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Rappelons que c'est depuis le 25 mai dernier que les populations du Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, province du Nord Kivu, font face à des attaques du M23. Ces mouvements rebelles bénéficieraient selon plusieurs langues du soutien du Rwanda en violation des frontières et des accords signés avec la RDC. Et la SENCO se dit très touchée par l'intensification des combats entre les FARDC et le M23. Les prélats catholiques invitent à cet effet les belligérants à un cessez-le-feu immédiat tout en les exhortant de tenir sur les engagements des assises de Nairobi. Suivez à cet effet le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Tcholé. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, suit avec beaucoup d'inquiétude la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, suite à l'intensification des combats entre les FARDC et les rebelles du M23. Elle s'étonne que ces affrontements surviennent juste quelques semaines après les assises de Nairobi, où les chefs d'État de la sous-région des Grands Lacs et les groupes armés ont pris l'engagement de conjuguer les efforts pour instaurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. La SENCO les invite à être sincères et véridiques dans cet engagement en conformant leur comportement à ce qui a été décidé et proclamé. Le peuple congolais qui a trop souffert et dont les larmes ne cessent de couler à cause des conflits pour des intérêts partisans, se mobilise pour accueillir en juillet prochain le Saint-Père, le pape François, qui vient en artisan de paix et en tant qu'apôtre de la réconciliation. Ce n'est ni juste, ni honorable de tenter d'empêcher à ce peuple cet instant de bonheur qui sera une source de bénédiction pour notre pays, la RDC. Le cauchemar de la guerre a trop duré. La SENCO demande aux belligérants de revenir à la raison, qu'ils mettent fin dans l'immédiat à ce énième combat qui ne fait qu'enfoncer le peuple congolais dans la misère. Rareté des produits pétroliers à Kinshasa, les délégués du ministre des Hydrocarbures a échangé avec les responsables des sociétés pétrolières basées à Kinshasa.
La rencontre a été axée sur les voies et moyens pour pallier à cette crise. Esther Siamweni nous en parle. Ces échanges entre les experts du ministère des hydrocarbures et les responsables des sociétés commerciales œuvrant dans les secteurs pétroliers visent à pallier à la difficulté des services de la population vu la carence de produits. En attendant les bateaux qui doivent accoster dans 3 à 4 jours, il y a une pression réelle sur le jet d'aviation et les gasoils dont la couverture est d'à peine 2 jours. Et c'est pour cette raison que la profession pétrolière avait commencé à fermer les stations-service à partir des 18 h. Les sociétés ont convenu avec les directeurs du cabinet du ministre des Hydrocarbures de fermer les stations au plus tard à 22 h. Il n'y a pas question de pénurie des produits à Kinshasa, mais plutôt la rareté, mais la situation est sous contrôle. Augustin Kouba a transmis aux opérateurs pétroliers les directives du ministre pour éviter la rupture des stocks. Il les a assurés de l'arrivée des bateaux qui ramènent des produits pour assurer la continuité du ravitaillement et éviter la pénurie. Vérité des prix, les sociétés aériennes internationales vont devoir désormais se procurer les jets selon la vérité des prix comme c'est le cas ailleurs. Le gouvernement ne peut plus subventionner des entreprises étrangères et partant des vols internationaux. De même, les dispositions nécessaires sont en train d'être mises en place pour que les sociétés minières achètent les carburants en respectant la vérité des prix. En ce qui concerne la certification de pertes et manques à gagner, le directeur des cabinets a assuré ces sociétés. En ce qui concerne la certification de pertes et manques à gagner, le directeur des cabinets a assuré ces sociétés que leurs préoccupations seront transmises à sa hiérarchie afin de trouver une résolution rapide dans l'intérêt de toutes les parties et surtout de la population. Cette réunion était placée dans le cadre des réunions hebdomadaires que le ministère des Hydrocarbures tient avec les sociétés pétrolières pour évaluer l'évolution des stocks des produits pétroliers ainsi que l'approvisionnement de l'ensemble du pays. On va rester dans le chapitre du transport pour vous dire que cette rareté des produits pétroliers associée au contrôle de la vignette a occasionné des embouteillages terribles dans la ville de Kinshasa. Les usagers du transport en commun ont souffert pour arriver à leur destination. Saisi du dossier, le gouvernorat provincial de Kinshasa a résolu de suspendre l'opération de recouvrement forcé de la vignette 2020 jusqu'à nouvel ordre. On va changer de chapitre pour parler de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Plus de 900 candidats ont passé leurs épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022. C'est la vice-ministre de l'IPST, Aminata Namassia, qui a donné le go de ces épreuves à l'Institut Bokele dans la commune de la Gombe. Florent Okita et Monica Makaba. C'est parti pour les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022. La vice-ministre Aminata Namassia, qui en a donné le coup d'envoi, rappelle que ces épreuves doivent être considérées comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants. Chers participants à l'édition 2022 de l'examen d'État, nous tenons à vous rappeler que le Congo de demain et d'aujourd'hui que nous voulons fort et prospère est fondé sur des valeurs de paix, de justice et de travail. Ce travail qui devrait être personnel et basé sur la confiance en soi. Nous voulons plus clairement vous inviter à ne pas céder aux démons de la fraude, de la tricherie et de la collaboration qui avilisent la réussite et jettent l'opprobre sur l'institution examen d'État et sur le jury national. 918 920 candidats sont répartis dans 2653 centres. Pour cette année, soit une augmentation de 10,6% du taux de participation par rapport à l'année 2021. Plusieurs personnalités du secteur de l'éducation en RDC ont pris part à cette cérémonie du lancement des épreuves. Les 5 provinces éducationnelles ont aligné 169 421 candidats disséminés dans 334 centres. La vice-ministre de l'EPST et sa suite se sont rendus à l'Institut Bokele à la Lukunga, au lycée Matonge à la Funa, au collège Saint-Raphaël au Moamba, à la Sainte Famille à Tchango et au complexe scolaire Saint-Jean-Plateau, signalant que l'Institut Bokele a aligné un autodidacte de 76 ans et un finaliste de 16 ans.
Enseignement toujours, les étudiants de l'université de Kinshasa ont organisé une marche de protestation en début de semaine pour manifester leur indignation contre les réajustements des frais académiques, les relogements dans les homes, mais également la mise en circulation des bus Transacademia. Monica Makaba et Francis Kouzoma. Le réajustement des frais académiques au taux du jour, le problème de relogement des étudiants dans les homes et la mise en place en circulation de Transacademia, dont le lancement est intervenu depuis le 18 janvier 2022, sont les greffés qui ont motivé cette marche des étudiants de l'UNIKIN. Cette manifestation qui a eu lieu au bord du site universitaire a été interdite par la police ainsi que les gardes universitaires à travers les barricades des entrées menant sur le campus afin de ne pas permettre aux étudiants d'y accéder. Selon le président des étudiants de l'UNIKIN, aucun incident majeur a été enregistré. En somme, c'est depuis le 8 janvier 2020 que le gouvernement a pris la décision de fermer les homes de l'UNIKIN. Après des affrontements qui ont eu lieu entre les étudiants avec les agents de l'ordre, le président Félix Tshisekedi avait décidé de la réhabilitation des homes avant le règlement des étudiants. Mais depuis lors, aucune autorisation n'a été annoncée. Malgré ce soulèvement en branché, le calme règne au campus. Tony Mwaba et Jules Alinguete vivent à couteau tiré depuis quelques temps. Le dernier feuilleton, c'est une révélation faite et condamnée par le patron de l'IPST sur les rencontres discrètes que tiendrait l'inspecteur général des finances pour déstabiliser l'action du ministre de l'IPST. On en parle avec Patrick Congo. Impossible pour le professeur Tony Mwaba de rester dans son silence face à tout ce qui se préparerait en catimini contre son ministère par l'inspecteur général des finances. Son tweet de ce lundi a été plus que révélateur de son plus grand sentiment de révolte. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a décrié le fait pour Jules Alinguete de tenir très discrètement des réunions avec des syndicats irréguliers avec comme seul motif de déstabiliser son ministère. En croire ces tweets, le ministre Tony Mwaba dispose bien des preuves sur tout ce qu'il avance, preuves dont il compte faire rapport à qui de droit. En attendant mon rapport officiel acquis de droit avec preuve à l'appui, je dénonce publiquement les réunions que Jules Alinguete tient en catimini avec les syndicalistes non en règle pour déstabiliser les PST et déranger le travail abattu. C'est servir Dieu en dehors de sa volonté, a écrit le professeur Tony Mwaba. C'est depuis bien un moment que les violons ne s'accordent plus entre le gendarme financier et le patron de l'EPST. Très récemment, des sources très crédibles annonçaient déjà ces révélations faites aujourd'hui par le professeur Tony Mwaba. Et au chapitre de la santé, il y a probabilité d'une 5e vague du coronavirus en République démocratique du Congo. Le secrétaire technique du comité de riposte de la lutte contre cette pandémie a appelé donc la population au respect de gestes et barrières. Il l'a annoncé lors d'une rencontre qu'il a tenue pendant la semaine avec la presse. Fifi Kalumbwe et Florent Okita. Devant la presse, le docteur Jean-Jacques Muyembe a affirmé que la République démocratique du Congo risque de connaître une 5e vague de la maladie à Covid-19. À l'en croire, ces derniers temps, la situation était préoccupante dans la province du Lualaba, mais pour l'instant, nous devons nous rendre compte que le virus circule de façon plus ou moins intense même à Kinshasa, a-t-il déclaré. Le docteur Muyembe a par ailleurs souligné que les personnes vaccinées contre la Covid-19 n'auront pas de problèmes de complications. Pour ce faire, il appelle donc la population au respect des gestes et barrières et à se faire vacciner pour une immunité collective. Le professeur Jean-Jacques Muyembe a par ailleurs annoncé l'appui de la Banque mondiale en protection d'oxygène. Des usines de production d'oxygène seront installées dans différents centres de traitement de sorte que l'oxygène ne soit pas un problème pour traiter correctement les malades à Covid-19. Santé toujours, la province du Sud Kivu est terrassée par plusieurs maladies à l'instar de la rougeole et la poliomyélite. C'est le choléra qui s'enracine aujourd'hui avec 62 cas au total et 3 décès en 3 semaines seulement. Ania Kolé. Dans une adresse de presse locale, Pascal Simana, administrateur assistant du territoire des Calais, indique que la situation de cette épidémie est inquiétante car les cas de décès sont déjà enregistrés. Il précise que 6 des 16 aires de santé qui comptent la zone de santé des Calais sont affectées par cette épidémie.
La situation s'avère compliquée. Nous sommes déjà à 6 heures de santé touchées sur le 16. Nous sommes en train de tout faire pour une réponse efficace. Nous constatons que c'est le manque d'eau potable et l'insalubrité du milieu caractérisé par les toilettes mal entretenues. Tous les patients qui viennent attendre dans les structures de santé sont pris en charge, a-t-il expliqué. L'administrateur assistant du territoire des Calais appelle à l'assistance de partenaires sanitaires dans la prise en charge de malades pour un traitement efficace. Depuis le début de cette année, plusieurs zones de santé du site Kivu font face à des épidémies comme la rougeole, le choléra et la poliomyélite. Il y a lieu de dire que le choléra est une maladie intestinale épidémique engendrée par l'ingestion de la bactérie Vibrio cholerae. Dès les jours qui suivent, l'infectation de diarrhée associée ou non à des vomissements apparaissent. C'est aussi une maladie contagieuse qui peut conduire à la mort. Retenez que cette province n'est pas également épargnée par l'épidémie de la poliomyélite. La flèche de contamination va crescendo à une proportion inquiétante. C'est dans cette optique que le gouverneur de province a décidé du lancement jeudi de la campagne de vaccination. Les précisions, c'est avec Annie Akole encore une fois. Pour ce faire, plus de 1,6 milliard enfants âgés de 0 à 5 ans sont entendus sur toute l'étendue de la province. Dans son adresse à la presse, Massina Kinenoa, ministre provincial de la Santé, a fait savoir que plus de 300 enfants sont paralysés chaque année suite à cette maladie. Il en dit que le territoire de Chabunda a enregistré 4 cas de poliomyélite depuis le début du mois de mai. Massina Kinenoa appelle aussi tous les parents à préparer les enfants pour la première phase qui va durer 3 jours. Les vaccinateurs vont passer des porte-à-porte partout à travers la province. L'objectif est de briser la chaîne de contamination. Nous appelons tous les leaders des communautés à sensibiliser aussi les parents pour cette cause. Vacciner les enfants, c'est les aimer et les protéger, a-t-il déclaré. Le ministre provincial de la Santé renseigne que toutes les 34 zones de santé qui comptent le site qui vous sont concernées. Ici, de signaler que c'est depuis le début de cette année que plusieurs zones de santé du site qui vont faire face à une résurgence des épidémies, notamment la rougeole et le choléra. Et dans la liste des maladies qui surgissent dans la province du Sud Kivu figure également la rougeole avec un cumul de 109 cas dans les territoires d'Ouvira. Annie Akole. Selon Batukwisi Miigo, infirmière superviseure de cette zone de santé, parmi ces cas, 3 décès dont 2 enfants sont à déplorer. Nous avons déjà enregistré 109 cas à partir de la semaine 15 jusqu'à la semaine 19. Lors des santé de Runingu, suivi de ceux de Nyakabere, ont enregistré plus de cas. Malheureusement, nous avons déjà enregistré 3 décès, a-t-il déclaré dans une adresse à la presse locale jeudi dernier. Par ailleurs, il déplore le fait pour certains patients de se faire soigner à la maison et d'autres dans des structures non viables pour cette cause. Aussi, l'infirmière superviseure de la zone de santé de Ruzizi rassure qu'une campagne de vaccination contre cette épidémie sera bientôt lancée en province. Il s'est de signaler que plusieurs zones de santé du site qui vous font face à cette épidémie depuis le début de cette année 2022. Celle de Chabunda a également connu des dizaines de cas. Une délégation conduite par le prophète Condé Paul Dominique a effectué une visite guidée au centre hospitalier Dominique Lecoeur situé au quartier Ma Campagne dans la commune de Ngalima. Cette descente avait pour objectif s'enquérir de l'état de cet établissement sanitaire moderne. Fifi Kalumbwe et Florent Okita. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit-on. Le centre hospitalier Dominique Lecoeur est une lueur d'espoir s'agissant de la garantie sanitaire des Congolais en général et Kinois en particulier. Ce centre moderne, situé en plein ouest de la capitale, milite pour lutter contre l'évacuation des malades pour l'étranger avec la qualité des matériels numériques dont il dispose. De la réception en passant par les services d'ophtalmologie, le laboratoire, la maternité, le bloc opératoire, la pédiatrie et autres, les constats restent positifs car le centre hospitalier Dominique Lecoeur dispose des matériels modernes, pimpant neufs que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Les témoignages sont légion. Il y a beaucoup de gens qui reviennent ici sans, pour loin de moi, cette intention de nous vanter. Mais il y a des gens qui viennent, ils viennent nous remercier. Surtout les patients qui sont du quartier. Ça, je ne compte même pas ceux qui sont de la communauté. Mais ceux qui sont du quartier, en tout cas, ils reviennent et nous remercient.
Le centre hospitalier Dominique Lecoeur offre tous les services qualifiés d'hospitalisation avec un personnel très compétent. Nous avons tous les services, comme tout autre hôpital que vous pouvez connaître. Et les 4 grands services, nous en avons. Donc, la médecine interne, la gynécologie obstétrique, et la chirurgie et la pédiatrie. Et d'autres services spécialisés aussi. C'est par rapport aux compétences. Nous ne faisons pas la discrimination. Nous sommes entourés de ceux qui ne sont pas de l'Ilo-Bananzambe. Ils sont ici. Ils sont travailleurs ici. Cette innovation remarquable du centre hospitalier Dominique Lecoeur, c'est grâce au partenariat avec l'ONG danoise qui milite pour le soutien au chef de l'État sur le plan sanitaire tel que l'indique le responsable. Que nous puissions aussi apporter notre contribution pour pouvoir doter de notre pays, la RDC, des matériels de qualité qui ne seront vraiment pas enviés à d'autres pays. Donc voilà notre vision et nous voulons que les gouverneurs puissent nous soutenir dans cette vision. Voilà. Le centre hospitalier Dominique Lecoeur compte élargir ses services pour mettre en pratique la vision du prophète Dominique Condé qui est la patience et l'humanisme. Pour que cette œuvre grandiose puisse aller de l'avant. L'église Lilo-Bananzambe, la confession des églises autochtones au Congo des Bangunza PVA Longo ainsi que la communauté des églises de réveil indépendantes au Congo font désormais partie de la plateforme confession religieuse en République démocratique du Congo. La cérémonie d'adhésion de ces 3 grandes communautés religieuses s'est déroulée hier à la Gombe. Fifi Kalumbwe et Florent Okita. Cette rencontre augure l'adhésion au sein de la plateforme confession religieuse de 3 grandes communautés dont l'Ilo-Bananzambe du prophète Dominique Kondempolo, la communauté des églises des réveils indépendantes au Congo de Monseigneur Zinga ainsi que la communauté des églises autochtones au Congo Bangunza PVA Longo de l'ambassadeur Martin Mangelesi Lubasa. Pour lier l'utile à l'agréable, les représentants légaux de ces 3 grandes communautés précitées ont tour à tour apposé leur signature dans la charte d'adhésion en présence des responsables des autres confessions religieuses reconnues officiellement en République démocratique du Congo. Je suis dans la joie aujourd'hui parce que je ne savais pas qu'un jour on deviendra confession religieuse. Maintenant, aujourd'hui, on a signé. Je tiens à remercier le président de la République parce que sous son règne, on a réussi à devenir aujourd'hui confession religieuse. Nous disons aujourd'hui que les Congos se réjouissent. Les Congos de nos aïeux, les Congos de Kimpanvita, les Congos de Kimbangu, les Congos des prophètes, les Congos de la parole. Très ému par l'intégration de ces grandes communautés au sein de la plateforme confession religieuse, le président des églises du réveil au Congo, l'évêque général Dodo Kamba, a martelé sur la valeur que revêt cette démarche. Chacun de ces chefs que voici a une responsabilité face à cette population congolaise d'enseigner le civisme à sa manière. Chaque communauté apportera sa part de responsabilité afin de prêter main forte dans le fonctionnement de la plateforme confession religieuse en République démocratique du Congo. La Fondation Maloua ne se lasse pas à élargir les champs d'exploitation afin d'accroître sa production agricole au bénéfice des populations. Voilà pourquoi elle vient d'agrandir ses terres avec l'achat de plusieurs hectares dans les secteurs de Makuta. Nous sommes là dans les territoires des Kulungongo dans la province du Congo central. Fifi Kalumbwe et Florent Okita. En s'octroyant plusieurs terres d'exploitation, la Fondation Maloua a pour vision l'augmentation de la quantité de production de toutes ces plantations afin de desservir plusieurs personnes après chaque récolte. Tout cela pour répondre à la vision de son initiateur et président fondateur de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, qui est « Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre ». Aussitôt acquis ces grands espaces fertiles susceptibles de faire accroître sa production dans les territoires de Kwilungongo, secteur de Makuta dans le Congo central. Très pragmatique, la Fondation Maloua n'a pas tardé à se lancer sur la culture d'ananas et autres, cela juste après avoir conclu les marchés d'achat et vente de ce grand espace. Elle a
La Fondation Maloua a tout de suite déployé sur les champs ses membres pour l'exécution de travaux agricoles. Quelques jours après, voilà déjà l'image de ce à quoi doivent s'attendre la population du Congo central et ses environs qui sont toujours desservis de cette récolte. Fondation Maloua, bel exemple à suivre pour lutter contre le chômage et la famine qui gangrène la République démocratique du Congo. Parlons à présent du tirage au sort qui fixe la République démocratique du Congo à son adversaire le Tchad pour les éliminatoires du prochain CHAN 2023. On va vous proposer la réaction de Otis Ngoma, sélectionneur national, qui pense qu'il ne faut pas du tout sous-estimer l'adversaire. On l'écoute au micro de Lionel Ngolo. Alors, tout d'abord que le tirage au sort est très aléatoire. Le tirage ne veut rien dire. Il y a un adversaire en face, et surtout quand on sait que le football a tellement évolué sans cesse et que de plus en plus, il y a plus de très petites équipes. Le tirage est accessible. Maintenant, comme vous le savez très bien, il y a un paramètre à prendre vraiment très au sérieux et bien en compte, qui est quand même l'arrêt du championnat du football congolais. Donc, à partir de ce tirage, maintenant c'est à nous, maintenant la nation congolaise, si on veut montrer qu'on reste une grande nation du football en Afrique, de lancer maintenant notre préparation, de se mettre au travail, laisser la place au travail et commencer à préparer cet adversaire qui est nos frères frontaliers. Quand on s'est dit que le Tchad est faible, alors que nous, ça fait 4 mois, on n'a plus jamais joué dans un championnat quelconque, il y a un problème de rythme, il y a un problème de compétition, il y a un problème de désentraînement qui arrive, et on ne connaît même pas notre adversaire, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis tout ce temps-là, s'ils sont en forme ou pas. C'est que moi, je peux retenir que la Guinée équatoriale, quand même, c'est une belle nation qui monte, mais le Tchad, l'année dernière, il y a 2 ans, avait fait 3 buts partout contre la Guinée. Ainsi se referme cette édition du journal consacrée aux faits qui ont marqué l'actualité pendant la semaine. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention.